organise, ouais, qui se couche tard le lundi soir à cause du cours. Avec Merci, plaisir. merci beaucoup. Alors, le sujet, donc, comme on vous l'avait vu dans le titre, comment empêcher l'angoisse de nous envahir. Alors, déjà parce que oui, on vient de vivre, comme on l'a dit, un traumatisme depuis le 7 octobre, où on a l'impression qu'on n'est plus les mêmes qu'avant ce fameux 7 octobre, malheureusement. Et aussi parce que de toute façon, de façon générale, le sentiment d'angoisse est un sentiment qu'on doit apprendre à maîtriser, quoi qu'il arrive. Et là, forcément, vu les événements, vu la situation qu'on vit, automatiquement, les émotions sont décuplées, les peurs sont décuplées et les angoisses, forcément aussi. Donc, on va tenter ce soir de... Et c'est pour la gestion de l'angoisse, oui. On va tenter ce soir de répondre à ça et de vous donner des outils pour y faire face et puis comprendre aussi, comprendre ce phénomène parce que parfois on subit quelque chose, on subit une émotion et on ne sait pas pourquoi elle est là et surtout, et moins on sait pourquoi et moins on peut réussir à reprendre le dessus. Et justement, c'est toute la problématique. Attendez, hop, voilà. Alors, pour certains, c'est un sentiment, on va dire l'angoisse. Bon, j'ai défini ce mot, l'angoisse, parce que c'est un mot qui est quand même assez général. Il faut savoir qu'au niveau psychologique, on utilise plus le mot euh, d'anxiété. Angoisse, c'est un peu large. Mais c'est vrai, c'est un sentiment qui s'apparente. C'est pas de la peur, c'est plus que la peur. On est au niveau au-dessus de la peur. Donc la peur, c'est face à un danger imminent, on ressent une émotion. C'est ce qu'on appelle la peur. Et elle est quelque part logique. Elle est même plus que logique. Elle est nécessaire à notre survie. Si je ressens pas de sentiment de peur, ben, je peux pas être vigilant. Je peux pas me défendre. Je peux pas forcément, en tout cas, j'ai pas le réflexe de vigilance dont j'ai besoin pour ma survie. Quand le sentiment d'angoisse, la différence, c'est que c'est un sentiment finalement de peur qui se transforme et qui s'installe et qui devient en fait un sentiment beaucoup plus, euh, je dirais pas profond, mais euh, envahissant. Voilà, c'est un sentiment extrêmement envahissant parce qu'on a l'impression qu'il prend tout l'être et puis il n'est pas forcément lié seulement à une situation, il est présent dans chaque situation de ma vie, il m'accompagne à chaque instant. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression quand je suis dans l'angoisse et j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'en défaire. En tout cas, quand je suis sous l'emprise de cette émotion si puissante. Au niveau psychologique, on va appeler ça le trouble anxieux. Le trouble anxieux, donc comme son nom l'indique, il y a le mot anxieux qui veut dire en fait l'anxiété, c'est-à-dire que j'ai un sentiment constant de ouais, d'angoisse mais permanente. Voilà, permanente et donc qui empoisonne mon quotidien puisque c'est toujours là. Maintenant, il y a des gens qui sont sujets aux angoisses, à l'anxiété, beaucoup plus que d'autres. Euh, il y a des gens pour qui c'est complètement étranger. Et pourtant, ils vivent, entre guillemets, la même... Enfin, on a l'impression qu'ils vivent la même chose. En tout cas, et là, enfin, justement, ce qui est intéressant, c'est que justement, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, euh, plus ou moins tout le monde, surtout dans notre communauté, on va ressentir un sentiment puissant de peur, alors que, en temps normal, disons, si on n'est pas en temps de guerre et qu'on n'est pas face à des événements aussi traumatisants, on ne ressent, il y a une différence. Il y a des gens qui vont pas souvent être inquiets, pas souvent être angoissés, et il y a des gens qui, oui, le sont, entre guillemets, la plupart du temps. Bon, après, tout n'est pas blanc et noir, évidemment. Il y a des moments où on va ressentir, et puis des moments pas trop, puis bien sûr, c'est plus nuancé que ça. Mais de façon générale, vous remarquez, on va 2 minutes mettre ce qui s'est passé depuis le 7 octobre de côté. Vous voyez bien qu'il y a des tempéraments quand même assez optimistes, assez positifs, avec qui bah, il fait bon d'être avec eux parce qu'on sent qu'ils sont souvent détendus, même dans les situations les plus, les plus stressantes. Et puis, il y a des gens, on sait, quoi qu'il arrive, que ce sont, d'ailleurs, on dit dans l'expression courante, ah oui, bah, elle, c'est une angoissée. On ressent que quoi qu'il, cette personne va être angoissée. Donc déjà, sans parler de ce qui s'est passé ces derniers temps, on remarque qu'il y a des gens, de façon générale, qui sont plus détendus que d'autres et des gens qui sont plus inquiets, plus stressés, plus anxieux que d'autres. Pourquoi? Pourquoi il y aurait tellement de différences? Bon, d'abord parce que on est tous uniques et tous différents, mais aussi parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, notamment le paramètre génétique. Euh, comment, enfin,
de qui je viens, d'accord? Mes parents, est-ce que c'était des gens qui étaient assez anxieux ou pas? Ça va forcément, enfin, ça peut passer dans les gènes. Et puis, comment j'ai été éduquée, et puis mon vécu. Est-ce que j'ai vécu des choses traumatisantes? Est-ce que j'en ai pas vécu tellement? Est-ce que j'en ai vécu beaucoup? Est-ce qu'on a été là pour moi à ce moment-là? Est-ce que j'ai été accompagnée? Est-ce que je l'ai pas été? Donc, c'est énormément déjà de paramètres à prendre en compte et qui vont forcément faire la différence entre ma façon de vivre les événements ou pas. C'est-à-dire que il y a des événements, d'accord, qui arrivent, mais la façon dont je vais les vivre, la façon dont je vais l'interpréter moi-même va, installer ou pas le sentiment d'angoisse ou d'anxiété en moi ou pas va faire que je vais, entre guillemets, «entretenir» même à mon insu. C'est-à-dire personne ne veut entretenir ce sentiment. C'est pas un sentiment agréable. Personne ne le veut consciemment, mais inconsciemment, parfois, je n'ai pas les outils, je n'ai pas appris, et je suis pas, comment on va dire, formée pour ça, je suis pas blindée pour ça. Donc le sentiment d'angoisse m'atteint complètement et entièrement et parfois non, ça reste quand même à l'extérieur, j'arrive à faire face. Donc ça, finalement, c'est très personnel et ce que nous, on va tenter de faire ce soir, bien sûr, c'est d'arriver à si on sent qu'on est dans l'angoisse, à se nettoyer de ça. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que oui, on n'est pas tous égaux devant les événements, on n'est pas tous égaux devant ce sentiment non plus. Il y a des personnes qui vont le prendre très, très fort et il y a des personnes qui vont le prendre beaucoup moins fort et c'est pas enfin, parfois on va se dire: «Ouais, elle a trop de chance» ou «Ouais, nin», c'est pas la peine de se dire ça parce que c'est pas non plus très constructif, c'est de se dire: Bon, OK, moi, où j'en suis dans tout ça et comment, je dois y faire face pour mieux me sentir. Voilà, c'est ça le but de chacun, c'est pas de se comparer, pour se faire du mal, hein, parce que parfois, se comparer, ça fait pas forcément du bien, souvent ça fait plus de mal que de bien, mais c'est vraiment de se situer où on en est pour mieux avancer. Hem, alors ouais, alors oui, alors je vous réponds après parce que je vois les questions qui défilent. Bezrat Hachem, ça va venir et ensuite je verrai si ça a pas répondu à toutes les questions. Le cours. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les crises d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est un moment, ça se définit par un temps limité, d'accord? Qui peut durer jusqu'à 10 minutes, mais il y a des gens qui vont me dire: «Non, mais ça va durer 1 heure». Où on va avoir des symptômes physiologiques, donc un sentiment de panique, la tachycardie, le cœur qui s'emballe, ça ressemble fort à une crise cardiaque d'ailleurs. Beaucoup de gens qui ont eu des crises de panique vont, se rendre aux urgences en pensant qu'ils ont fait une crise cardiaque. En fait, c'était une crise de panique. Pourquoi? Parce qu'on se met à transpirer, on a les mains moites, on a le cœur qui bat très vite, on a comme des bouffées de chaleur, on sent qu'on peut plus respirer, on est tendu, on a mal parfois et après chacun, c'est personnel comment ça va s'exprimer, mais en tout cas, le corps exprime une immense peur et à ce moment-là, on se dit enfin, on a l'impression que ce n'est pas du tout maîtrisable, c'est le corps qui l'exprime et c'est plus dans nos mains du tout. Donc quand on en arrive à ce sentiment-là, à cette crise, de panique-là, ce qui est très important à comprendre, c'est que, hem il y a une cause. C'est arrivé par hasard: «Oh, d'un coup, mon corps, il a exprimé quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi». Non, il y a forcément une cause. Après, peut-être qu'on la connaît pas, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne s'en souvient plus, mais il y a quelque chose en moi, dans mon inconscient, qui est quelque part déréglé. C'est un peu comme, vous direz, enfin, c'est un peu comme non, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau émotionnel ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc si je vois quelque chose, par exemple, j'ai 30 ans, je suis en voiture, je vois, une scène devant moi qui n'est pas du tout, forcément traumatisante. Je sais pas, je vois une maman passer avec son chien et son enfant. Mais moi, disons, j'invente, hein, d'accord? À 8 ans, je me suis fait agresser par un chien, j'étais avec ma mère aussi sur la route, disons. Je vais voir cette scène, dans mon inconscient, il y a une association qui se fait et je vais développer une crise d'angoisse. Maintenant, la personne qui est à côté de moi, disons dans la voiture, elle va pas comprendre. Elle pourra jamais deviner ce qui vient de se passer en moi et même moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi parce que je n'ai pas de souvenir forcément clair de ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans. Mais mon inconscient, lui, il a pas oublié. C'est un peu l'inconscient, c'est un peu, si vous voulez, la boîte noire là, vous savez, dans l'avion? Voilà, c'est un peu cette boîte noire-là et des liens se créent à mon insu et je suis donc, victime de cette crise d'angoisse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je vais aux urgences, je m'imagine que j'ai une crise cardiaque, ainsi de suite, alors qu'en fait, il y a eu une association d'idées qui, s'est mal passée en moi et du coup, ça a mal,
Voilà, ça s'est mal enclenché. Maintenant, l'idée, c'est justement de comprendre euh, qu'il y a eu une source, qu'il y a eu certainement un événement traumatisant qui n'a pas été réglé et qui maintenant, quand je vais voir une scène, parfois, ça va réveiller quelque chose en moi. Alors là aussi, c'est pas systématique. Et ce qui est très dur, c'est qu'on peut pas toujours le deviner. C'est que parfois, il faut que la crise d'angoisse arrive pour que j'aille entreprendre une thérapie, comprendre ce qui m'arrive. Vous savez combien j'ai eu de gens qui sont passés d'abord 10 fois aux urgences en pensant faire une crise cardiaque, jusqu'à ce que les docteurs disent, mais votre cœur va très bien, se porte très bien. Bah, au Hachem, non, là, c'est au niveau de la tête que ça va pas. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un psy, il y a quelque chose à régler parce que vous, physiquement, vous allez bien. Et une fois que physiquement, il a été établi que tout va bien, alors on vérifie ce qui s'est passé dans notre histoire de vie, finalement, pour que notre corps réagisse de cette façon. Et très souvent, en thérapie, parfois, on fait une enquête, c'est-à-dire une enquête sur notre histoire de vie. Alors, on peut pas toujours retrouver le souvenir, c'est vrai, mais par exemple, la personne qui a vécu, là, je vous ai inventé une histoire sur un chien, il a été mordu par un chien. L'idée de voir que déjà la peur, elle se situe au niveau du chien, déjà, peut nous aider à avancer en thérapie et à soigner ça. Et donc à soigner un sentiment d'angoisse qui, en fait, se trouvait là à chaque fois que la personne voyait un chien, mais elle l'avait pas forcément associé à son passé, elle l'avait pas forcément associé à cette grande peur, elle était perdue. Et plus on est perdu, et moins on se sent bien, et plus le sentiment d'angoisse nous envahit, parce que justement, et justement d'ailleurs, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse ou qui est sujet à crise d'angoisse, il développe ce qu'on appelle la peur de la peur. C'est-à-dire qu'il se dit, bah maintenant, je ne sais pas quand est-ce que mon corps, je n'ai pas compris quel est le, l'événement déclencheur à ma crise d'angoisse. Donc, je suis en danger tout le temps, puisque on ne sait pas quand je vais perdre le contrôle de mon être. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment maîtriser ça, donc je sors plus, par exemple. Ou donc, je veux plus me retrouver avec des gens, parce que chaque fois que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis avec du monde, bah, c'est là que je fais des crises d'angoisse. Donc, je ne veux plus être avec des gens. Et là, on tombe dans une situation d'évitement, et le sentiment d'angoisse, évidemment, s'installe encore plus, et on peut s'isoler socialement. Et malheureusement, ça, dans ce cas-là, particulièrement, on fait ce qu'on appelle une phobie sociale et on peut tomber aussi dans une dépression puisqu'on s'isole et puisqu'on a peur de tout. Donc, ça peut aller loin, ce sentiment d'angoisse, s'il s'installe vraiment longtemps pendant une durée de 6 mois à peu près et qu'en plus, il y a des crises d'angoisse, c'est dangereux pour la santé mentale, euh, bien que on a l'impression que c'est physique. Vous voyez? Donc l'idée, bon, déjà l'idée c'est de se faire traiter, ça c'est évident, il y a pas à discuter là-dessus. Mais l'idée aussi, c'est de prendre conscience que l'angoisse peut s'installer à notre insu aussi. On n'est pas forcément maître, on va dire, de ces angoisses-là. On a parfois besoin, oui, d'être guidé, aidé, parfois même avec un traitement médicamenteux pour s'en sortir. C'est pas, comment on va dire, c'est pas contradictoire, quoi. C'est pas, bah, non, mais puisque, enfin, il y a un cours sur l'angoisse, ça y est, on va tout apprendre et puis c'est bon, je vais m'en débarrasser. C'est pas forcément. J'aimerais bien pouvoir vous donner la recette magique, mais malheureusement, c'est pas le cas. Euh, Ce qu'on doit réussir à faire, c'est comprendre comment ça fonctionne et savoir que on doit faire des choses pour que ça s'arrête aussi. Et c'est pas toujours simple et évident de s'en sortir. C'est vraiment quelque chose qui nous habite et qui s'est installé et ça se trouve depuis très longtemps. Il y a aussi des mécanismes qu'on a pu acquérir de notre enfance parce que par exemple, on a eu des parents extrêmement anxieux qui nous ont, par exemple, ça j'ai eu ce cas il y a pas si longtemps, euh, d'une jeune fille qui a été élevée dans une famille où il y avait eu énormément de stress, d'angoisse, de peur, d'anxiété. La maman avait le trouble anxieux généralisé et elle ne s'était pas fait traiter, ce qui fait que toutes ces angoisses, elle les mettait sur sa fille. Enfin, sur ses filles, on avait plusieurs. Bref. Et ce qui se passe, c'est que la fille, la jeune fille, n'osait plus sortir de la maison. Elle voyait le danger à tous les coins de rue. Elle était complètement bloquée dans sa vie et elle était sûre qu'elle avait raison. Et ça, c'est un point très important. C'est que quand on développe ce sentiment aussi d'anxiété, de peur, d'angoisse, enfin, ça commence par la peur et on a dit ça, ça s'installe avec l'anxiété, c'est qu'on est sûr qu'on a raison. Et on est sûr de voir la réalité d'une façon logique et réaliste. Et parce que c'est vrai, les dangers existent, on va pas se mentir, les dangers sont là. Mais ils sont vus à l'extrême, en fait. Ils sont vus vraiment en disproportion. Donc on les grossit énormément dans notre esprit.
Et quand on va parler avec quelqu'un, même une amie, une voisine, peu importe, la voisine, même elle, va se dire, oui, bon, en fait, elle a pas si tort que ça. En plus, c'est contagieux parce que la voisine, elle va entendre, ou la copine ou quoi, elle va dire, ouais, ah, tu sais, Marjorie, elle m'a dit que dehors, je sais pas, le voisin, il est vraiment bizarre et tout, il y a eu des histoires, elle m'a raconté ça, elle m'a raconté ça. Et donc, la fille, elle va elle aussi développer, elle peut développer des peurs, même si c'est pas au même stade, parce que ça se base sur une vérité. Et c'est ça qui est aussi très perturbant, même pour l'entourage de quelqu'un qui est angoissé, c'est que la personne qui est dans l'angoisse ne parle pas en l'air. C'est-à-dire, parle pas en l'air. Elle dit pas des choses fausses. Elle se base totalement sur la vérité. Sauf que la vérité est complètement euh, dé- grossie. Elle est vraiment grossie. Et dans l'esprit de la personne, c'est énorme. Ça prend énormément de place. Donc, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus une balance entre le bon et le mauvais. Il n'y a que le mauvais pratiquement. Et le bon, il est petit. Il est vraiment, il est réduit. Donc, ça complique les choses forcément. Enfin, ça rejoint aussi le cours sur, je vous conseille aussi sur maîtriser les pensées négatives, où on parle des distorsions cognitives. Ça veut dire des distorsions cognitives, c'est nos pensées dysfonctionnelles. C'est-à-dire que oui, il y a un danger, mais non, le danger ne doit pas prendre toute la place. Et là, chez une personne anxieuse, le danger prend toute la place, donc il n'y a plus de place enfin, il y a que, il y a plus de place pour comment dire, presque pour la norme. Tout est dangereux, donc je ne sors pas, ou je risque de mourir si je traverse la rue, donc je ne traverse plus la rue, ou ainsi de suite. Évidemment, il y a des niveaux, mais je vous caricature un petit peu, mais pas tant que ça, malheureusement, pour vous expliquer un petit peu où ça arrive, où on en est, ainsi de suite, quand on est dans ce sentiment-là. Seulement, la personne qui en est victime, elle souffre terriblement, elle voit vraiment les dangers gros comme une maison, elle les voit vraiment, elle y croit. Et c'est comme si vous voulez, vous avez des lunettes sur les yeux avec des loupes qui grossissent tous les dangers. Imaginez la vie comme elle est compliquée quand on voit à travers ces lunettes-là. Ça devient un enfer. Voilà, tout simplement, ça devient un enfer. Donc forcément, la personne, elle est en grande souffrance. Les gens autour aussi, parce que peut-être ils essayent de lui faire entendre raison, de lui expliquer, mais il n'y a rien à faire. Et on vit finalement dans un stress permanent. Autant la personne qui le vit que la personne qui l'entoure, les personnes qui l'entourent. Donc, comment on en sort déjà? Première chose, on en prend conscience. Et ça, c'est déjà, d'abord, c'est toujours en général une des premières étapes vers la guérison, c'est de prendre conscience, ouais, c'est de prendre conscience de notre état. Et de prendre conscience pas seulement de notre état, parce qu'on peut se dire je suis très mal, ça c'est facile, entre guillemets. Il est quand même enfin, plus facile de se dire je souffre, ça c'est une évidence. C'est facile de prendre conscience de l'état de souffrance, mais c'est pas facile de se dire si je souffre, c'est parce que mon cerveau m'induit en erreur et finalement je vois beaucoup plus les dangers que les aspects positifs de ma vie ou que les non-dangers, je sais pas comment vous appelez ça, que les zones sécures. Et je grossis ça. En fait, ma vision n'est pas la bonne et j'ai des loupes, disons, j'ai des loupes sur les yeux qui ne voient pas la réalité comme elle est. Ça, c'est ça, la prise de conscience qui peut déjà, qui s'appelle la première étape de guérison. C'est cette prise de conscience-là. Et à partir du moment où j'ai compris que ma façon de voir n'était pas la bonne et qu'elle était erronée, pour X raisons là encore, ça peut, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est important que je vous le reprécise, ça peut venir d'un passé compliqué, ça peut venir d'un traumatisme depuis que je suis enfant, ça peut venir de ce qu'on m'a transmis quand j'étais enfant, si j'avais des parents très anxieux, de l'environnement donc, dans lequel j'ai vécu. Mais le résultat est là quand même. C'est-à-dire, même si quelque part je suis victime de ce que j'ai vécu, euh, il y a un résultat et il va falloir composer avec ce résultat, il va falloir résoudre ce résultat-là, enfin, trouver la solution pour se sentir mieux. Voilà, c'est le but. Donc, l'idée, c'est d'arriver à prendre conscience, première étape, et deuxièmement, d'arriver à travailler sur nos façons d'appréhender la vie, le monde, d'une autre manière. Alors là, j'en arrive au sujet justement qui nous concerne à tous. Comment on fait quand justement il s'est passé des drames, là, il n'y a pas si longtemps, le 7 octobre, on est en guerre, on n'habite pas forcément dans des endroits très sécures, on a de quoi ne pas être rassuré. On se doit d'être en vigilance ou en hypervigilance selon les endroits où on habite. Donc dans ce cas-là, non, on a envie de se rassurer, mais pas complètement, parce qu'il faut qu'on garde un petit peu ce sentiment-là d'insécurité pour se protéger.
Et c'est juste que enfin, dans cette période-là, et j'ai envie de vous dire, même ceux voilà, avec qui sont là ce soir, et celles qui sont là ce soir et qui sont en France, peuvent aussi se dire la même chose, hein, parce qu'en France aussi, on a peur, il y a de l'antisémitisme, il y a malheureusement des choses qui se passent. Donc là aussi, on peut se dire, non mais attends, je veux bien que je veux pas grossir le mal, on va dire, mais il existe, hein, concrètement. Il y a des gens, enfin, il y a des gens malveillants, il y a des gens qui ne veulent pas du bien. On fait comment pour se soigner de ça ou enfin où il avait enfin comment on va dire on veut le voir quand même le danger. Alors oui, c'est vrai en ce moment et c'est ça la partie délicate, on va dire de ce cours, c'est que là en ce moment, c'est vrai que notre sentiment d'angoisse est complètement légitime si on le ressent, il est légitime, il a raison d'être, puisque nous sommes dans une situation quand même précaire où bah, rien n'est clair, où on ne sait pas vers trop, enfin bien sûr, Bezrat Hachem, on va gagner la guerre et tout, mais en attendant, il y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, j'ai pas commencé en disant que on fait ce cours Bezrat Hachem pour euh, la guérison de tous nos soldats, de tous ceux qui ont été touchés, pour la libération des Khatoufim, et pour que Bezrat Hachem, on puisse retrouver la sérénité et Bezrat Hachem, la Géoula, Amen. Qu'elle se rapproche, Amen, Amen, et qu'elle arrive même. Euh, donc, évidemment que là, on est dans une situation où il est légitime de ressentir de l'angoisse et j'ai envie de vous dire même, c'est peut-être ce sentiment qui va nous pousser à prier plus, à se rapprocher d'Hachem, à faire de bonnes actions finalement, à vouloir chercher la solidarité et ainsi de suite. Parce que quand tout va bien, c'est plus difficile finalement de faire le bien. Enfin, je dis pas que c'est impossible, au contraire, il faut le faire, mais là, il est motivé par un sentiment. Donc, est-ce que vraiment on veut le maîtriser? Oui, mais on n'est pas obligé d'être en souffrance totale et on n'est pas obligé non plus de développer des crises de panique parce que ça, c'est pas productif, c'est pas constructif et ça nous aide pas à faire face à la situation que l'on vit. Oui, la situation est délicate. Oui, on est dans une situation précaire. Oui, c'est la guerre. Oui, oui, tout ça, oui. Oui, il y a un danger, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'imposer de souffrir? Ou est-ce qu'on doit vivre dans une angoisse permanente qui nous empêche de respirer? Voilà, quelqu'un posait la question tout à l'heure, comment on gère nos angoisses devant les enfants et ainsi de suite. Et effectivement, nos enfants, eux, continuent à grandir, on est en charge de leur éducation. Est-ce que c'est bon de rester dans l'angoisse comme ça, un peu, j'ai envie de vous dire, presque destructrice euh, dans cette situation. Alors qu'au contraire, dans ces moments-là, face à l'adversité, c'est là qu'on se doit d'être fort finalement, mentalement, et de montrer à nos enfants, regarde, même dans les pires des moments de notre vie, on continue de chanter, on continue de prier, on continue de sourire, on continue de s'unir, on est là les uns pour les autres, et on est là pour faire face à la situation, et surtout, on sait maîtriser nos peurs. Même, et surtout même, c'est pas même, c'est surtout dans ces situations. Pourquoi surtout dans ces situations? Bah parce que si on apprend des techniques pour maîtriser nos angoisses, mais que dans les situations où justement on en a le plus besoin, bah on s'écoule parce qu'on se dit ah bah non j'ai raison, là vraiment c'est légitime, il y a de quoi pleurer, avoir peur, hurler et rentrer en panique. Alors à quoi ça sert? Non, toute l'idée, c'est justement dans ces moments-là de faire preuve de sang-froid, j'ai envie de vous dire, et de réussir, encore une fois, à maîtriser ce sentiment. Donc plus on sait d'où il est, pourquoi il est là, et plus on l'identifie, qu'est-ce qui a fait naître en soi l'angoisse, plus aussi on va pouvoir le maîtriser. En fait, ouais, on va plus le maîtriser. Et en fait, justement, c'est définir, alors comment faire pour maîtriser cette angoisse? C'est définir aussi ce qui est dans nos mains et ce qui ne l'est pas. En fait, quand on est angoissé et quand on est tendu et quand on est anxieux, euh, en fait, ce qui nous met en général dans un état de grosse tension intérieure, c'est le sentiment de ne pas pouvoir maîtriser la situation, c'est de se sentir impuissant face à la réalité à laquelle on nous confronte. On se sent submergé. C'est vraiment un peu, presque, j'ai envie de vous dire, une sorte de définition là, c'est, je me sens submergée par ce qui se passe et je me sens tout petit face à l'immensité de ce qui se passe devant moi et donc plus je me sens petit et plus je sens que c'est immense, les dangers et bah, plus j'ai peur et plus le sentiment d'angoisse s'installe et moins j'arrive à m'en sortir et à agir. L'idée justement, c'est d'abord, oui, OK, c'est vrai, peut-être que c'est immense ce qui se passe et peut-être qu'on n'est pas si grand, mais c'est justement de se dire, heu, qu'est-ce qui de définir d'abord ce qui me fait peur, ce qui me met dans cette situation d'angoisse et ensuite
euh, définir ce qui est, ouais. Et ensuite, pardon, de définir ce qui est dans mes mains et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que moi je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas? Et ce que je peux contrôler, alors, on va voir ensemble, on va prendre un exemple, je vais vous illustrer ça, mais ce que je peux contrôler, ok, je le fais à fond. Et ce que je ne peux pas, je le remets à HM et je m'en soucie plus quelque part, je m'en détache. Et plus je vais m'en détacher, et plus je vais faire du tri dans tout ça, et mieux je vais me sentir. En fait, paradoxalement, en prenant conscience de mes limites, eh ben, je me renforce. Parce que quand je suis pas conscient de mes limites, en fait, j'ai l'impression que je peux tout maîtriser. Et en fait, non, bah, pas tant que ça. Et ça me stresse de pas y arriver. Et donc, comment dire, je bouillonne à l'intérieur. Je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne, je m'énerve, je m'excite. Mais quand je fais de l'ordre, bah, c'est plus clair. Un peu comme, bon, si je prenais une petite métaphore, un peu comme vous avez votre maison à ranger, on est 1 heure avant Shabbat, et vous voyez que tout est en balagane totale. Et c'est comme si vous dites, ah, panique à bord, il faut que tout soit rangé dans l'heure. Sauf que, disons qu'il y a 3 étages dans la maison et 10 chambres et c'est vraiment la folie. Plus vous allez vous dire ça, moins vous allez réussir à avancer. Et vous allez au contraire vous paralyser parce que ça va vous sembler tellement immense par rapport au temps limité que vous n'allez pas réussir finalement à agir. Par contre, si vous vous dites, bon, j'ai 1 heure, en 1 heure, je peux faire le bas et le haut, bah tant pis, personne ne montera, ou ceux qui monteront, bah, ils font avec. Vous avez limité enfin, vous avez défini ce qui était en votre pouvoir de faire dans cette heure-là. Vous avez défini votre capacité, vous avez défini le temps et vous avez annulé, c'est-à-dire, ah bah je m'en fiche des 2 et 3e étages, tant pis. Ok, bah ça va mieux, maintenant je peux agir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez recadré les choses et vous avez abandonné, disons, 2 étages, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez repris la maîtrise de ce que vous pouviez faire. Oups, d'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est plus je me rends compte de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire, et mieux je me sens. Mieux je reprends contrôle de la situation en lâchant prise avec ce que je ne peux pas faire, quand j'ai admis qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Donc si on en revient à cet exemple malheureusement de situation dans laquelle on est de guerre, on peut avoir angoisse en se disant, alors pour celles qui sont en France, ah, il y a de l'antisémitisme, j'ai peur de sortir, mes enfants sont à l'école, comment je vais faire? Est-ce que je gère? Est-ce que je gère pas? Qu'est-ce que je fais? Hein. C'est de se dire, qu'est-ce qui est dans mes mains? Est-ce que je peux faire autrement que de les mettre à l'école? Non, je ne peux pas. Est-ce que je maîtrise les actes antisémites? Est-ce que franchement, je peux faire quelque chose contre ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que moi, à mon niveau, je peux faire? Ah, bah, je peux me munir, je sais pas, d'une bombe lacrymogène, je peux prévenir mes enfants de comment se défendre, je peux moi aller les chercher à l'école, voilà, et je définis tout ce que je peux faire pour la sécurité de mes enfants. Je peux aussi m'en remettre à Hachem, faire des télim, ainsi de suite. D'accord. Dès que je vais poser ces règles, normalement, dès que je vais les poser, je vais me sentir mieux parce que je vais reprendre la maîtrise, le contrôle de ce qui est possible de faire. Ça va me soulager. Que si je vois, genre, entre guillemets, l'acte antisémite, et moi, je me dis, ça y est, c'est fini. Oui, ça y est. Alors qu'il ne s'est rien passé et que peut-être, Bezrat Hashem, il ne se passera rien. Mais le fait simplement de l'imaginer me rend minuscule et le danger est imminent, il est là, on est sûr qu'il arrive là dans la minute. Comme je vous disais tout à l'heure, notre cerveau émotionnel ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc quand mon esprit part en se disant, en se basant sur une réalité, c'est vrai qu'il peut y avoir des actes antisémites, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une vérité. Ça ne va pas forcément se passer, mais moi j'y crois à 100% parce que ça fait partie de ma réalité maintenant, et je m'imagine les scènes les pires, eh ben ça y est, je suis paralysée et je n'arrive plus à réfléchir et l'angoisse, ça y est, elle a eu raison de moi. Ça y est, je suis complètement gelée de l'intérieur. Donc là, je suis plus dans la réalité finalement. Ça y est, je suis partie, je me suis donnée à l'angoisse, si vous voulez. L'idée là encore, c'est non, je reprends, je suis les pieds sur terre et je me dis qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux faire pour me protéger. Quand je suis en Israël, par exemple, si jamais voilà, j'habite dans un échou, il y a une infiltration, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir à moi, de petite personne, on va dire, pour me protéger?
Le fait simplement de se dire, ah, j'ai une pièce comme ça, ceux qui étaient dans le sud ont réagi de telle et telle façon, ceux qui ont été sauvés ont mis une planche derrière le Miklat, se sont protégés, ont rempli leur salle et ont trouvé et ben, le simple fait de faire ça, d'organiser sa pièce, de s'imaginer, de se dire comment je dois y faire face, d'apprendre des gestes à faire si jamais ça devait arriver, Ras de Shalom, tout ça, ça calme l'esprit. Ah bah voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai remaîtrisé, j'ai arrangé ma pièce. Je me suis munie de, je sais pas, de là aussi de bombes lacrymogènes, d'armes, si je peux, nanana, voilà. Peut-être, encore une fois, on n'a pas de maîtrise sur ce qui se passera, mais le fait de savoir que j'ai cadré, on va dire, et j'ai la maîtrise de certaines choses, me calme intérieurement et apaise mon angoisse. En fait, l'angoisse, elle s'installe parce que c'est trouble, parce que c'est flou, parce que il y a effectivement énormément de peur et que je ne sais pas quoi en faire. Et que quelque part, je les laisse m'envahir. Donc l'idée, c'est non, je les laisse pas m'envahir. Je reprends les événements, je reprends ce qui me fait peur, j'identifie ce qui me fait peur et je catégorise quoi. Qu'est-ce que je peux faire dans telle ou telle situation? Ah, ce qui me fait peur en fait, c'est quoi exactement? Vous voyez, c'est très important de se faire cette introspection avec soi-même, de se poser les bonnes questions avec soi-même pour, bah, déjà prendre du recul, même si effectivement, peut-être que le danger est là. Mais est-ce qu'il est là tout de suite à l'instant T? Non, il peut se produire, c'est vrai. Mais est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Et l'idée aussi, heu, c'est de se dire, en fait, quand on est dans la peur, juste enfin, ou dans l'angoisse, on ne voit que le danger, là encore. Non, le danger peut arriver comme il ne peut ne pas arriver aussi. Or, encore une fois, quand on est dans le sentiment d'angoisse, on a l'impression que c'est sûr, la catastrophe est là. Elle est imminente, elle arrive. Alors que non, la catastrophe n'est pas toujours imminente. Donc non, ça c'est dire, c'est pas la enfin, c'est la peine de se protéger, c'est la peine d'avoir des actes, oui, enfin, des actes concrets pour savoir comment réagir en cas de danger, mais ce n'est pas la peine de vivre sans arrêt 24 heures sur 24 en fonction de ce danger-là. Parce que sinon, c'est plus de la vie, en fait. D'ailleurs, il y a une expression comme ça qui dit, comment c'est déjà? «Un vivant meurt une fois, un anxieux meurt 100 fois». Pourquoi? Parce qu'il s'est imaginé sa mort tellement de fois qu'à la fin, il se sent plus tellement plus vivant. Vous voyez? Mais non, on est là pour, vivre et mourir une seule fois. Donc c'est pas la peine d'anticiper de trop. Seulement, en fait, entre guillemets, on anticipe que dans le cas où on sent que ça nous mène à l'action, ça nous mène à une meilleure protection, c'est tout. Le reste, ça veut dire que c'est de l'angoisse et que ça n'a pas, comment vous dire? Ça n'a pas de raison d'être plus que ça. C'est juste un sentiment qui est venu me polluer. Ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Donc ça, c'est très important déjà de le comprendre et de l'intégrer. Maintenant évidemment, une autre chose aussi très importante et on ne peut pas parler d'angoisse sans parler de la notion de Emouna. Attendez, pourquoi ça saute? Ah, ouais, pardon. La notion d'Emouna. Quoi qu'il arrive, on est en fait, quand on est dans l'angoisse aussi, on a l'impression quelque part que tout dépend de nous, heu, que tout doit dépendre de nous et que si on n'y arrive pas, c'est notre faute aussi. Vous voyez, il y a souvent le sentiment de culpabilité qui accompagne le sentiment d'angoisse. Un mauvais sentiment malheureusement ne vient jamais seul, c'est comme les mauvaises nouvelles. Donc souvent on culpabilise. J'aurais peut-être, on sait jamais s'il arrive ça, je devrais faire ça, je devrais penser à ça. On a même peur de s'en vouloir, de pas penser à tout, de pas être à la hauteur, de pas et on s'attribue tous les rôles. Or, là aussi, c'est remettre les choses en proportion. Il y a des choses que je peux maîtriser et il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Il y a des choses qui sont dans mes mains et il y a des choses qui ne sont pas dans mes mains. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde de cette façon et c'est Dieu qui gère son monde. Si les choses doivent se passer, elles se passeront parce que lui l'a décidé. Et si elles ne doivent pas se passer, eh ben elles se passeront pas parce que lui l'a décidé. Encore une fois. Et donc s'en remettre à lui, s'en remettre à Hachem, c'est lui qui sait ce qu'il y aura et ce qu'il y aura pas, et c'est pas moi.
Moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas tout prévoir. Et quelqu'un qui vit dans l'angoisse a la tendance à toujours anticiper de façon, ce qu'on appelle les anticipations anxieuses, d'anticiper sans arrêt, c'est-à-dire que la personne n'est jamais dans le présent, elle est ou dans le passé, dans la douleur du passé, ou dans le futur, en train d'anticiper ce qui pourrait se passer, comment on pourrait prévoir et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ta, ou même pas ce qu'on pourrait faire, parce que ça, c'est déjà plus sain, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit, bon, je vais arranger mon Miclat, je vais arranger ma pièce, je vais fermer, je vais rajouter, je sais pas, une serrure à ma porte, je vais mettre une porte blindée, ça, c'est une personne qui est dans l'action. C'est pas une personne forcément qui est dans l'angoisse. C'est en fait le sentiment de peur, l'a mis dans l'hypervigilance pour mieux se protéger. On est bon là. Par contre, quelqu'un qui est dans l'angoisse ou dans l'anxiété, c'est, c'est pas toujours productif. C'est juste un sentiment en permanence qui rôde et même quand on a fait une action pour faire face au danger, on reste dans le sentiment d'angoisse, on reste dans le sentiment d'anxiété et on n'arrive plus à vivre en fait. On ne vit pas, on n'est pas dans le présent et on est dans l'anticipation. Mais s'il se passait ça, et on essaye de réfléchir à chaque situation, sauf qu'on ne peut pas tout prévoir parce que nous ne sommes que des êtres humains et on n'est pas des devins. Donc l'idée, c'est de se dire, attends, attends, il y a un créateur et moi, je suis pas le bon Dieu en fait. Si ça doit se passer, c'est que ça se passera. Et si ça ne doit pas se passer, ça ne se passera pas. Alors je sais, vous allez me dire, bah oui, mais si lui, Hachem, il a décidé que je devais souffrir ou que je devais vivre la pire des choses, et ainsi de suite, et ben même ça, c'est très dur. Je dis pas que ça va vous faire plaisir ce que je vais vous dire là, mais même ça, si Ras Shalom ça devait se passer, il faut se dire, bah, c'est la volonté d'Hachem. Et pourquoi? Alors vous allez me dire, ah bah ouais, bah, ça c'est un niveau d'Emouna, euh, t'es gentil Myriam là, mais bon, hein, on n'est pas tous Youssef Hatzadik, Avraham Avinu et compagnie. Hein, moi, je suis juste une petite juive lambda, bon, gentille quoi. Hein, on va pas y arriver. Hein, c'est gentil tout ça. Non, mais alors l'idée, pourquoi Emouna, ça vient du mot Imoun, entraînement. Pourquoi? Parce que oui, la Emouna, il y a des doses. Et à nous de travailler pour arriver à voir avec ces yeux-là, à bien s'entraîner, bien se muscler la Emouna pour arriver à aller à ce niveau-là. Alors, je dis pas qu'on y arrive en 3 minutes, évidemment, puisque c'est un entraînement, mais il faut tendre vers ça. Il faut arriver à travailler sur soi pour se dire, vraiment, c'est du travail sur soi pour se dire, mais attends, finalement, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai tellement maîtrisé? Est-ce que j'ai vraiment tout maîtrisé ou est-ce qu'il y a énormément d'événements qui sont arrivés sans que j'ai eu à maîtriser? Est-ce que finalement, c'était pas dans mes mains depuis le départ et moi, je me suis mis dans tous mes états. Et il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai une patiente, c'est une très belle histoire qu'elle a eue, Baruch Hashem. Mais bon, dans ce cas-là, c'était une belle histoire, mais elle me disait, elle m'a fait rire parce qu'elle me disait, c'est une jeune fille qui a énormément lutté pour se marier et qui a vraiment, enfin, c'était pas du tout évident de trouver son mazal. Mais elle me disait, et alors elle faisait des shidduchim, mais malheureusement ça marchait pas et tout. À chaque fois qu'elle revenait, c'était la chute, la déception. Enfin, c'était vraiment très dur. Et quand Baruch Hashem, elle a trouvé, Baruch Hashem, et je souhaite ça à toutes les jeunes filles qui cherchent, elle a trouvé l'homme parfait. Genre, elle m'a dit, mais toutes les prières que j'ai fait, que j'avais l'impression que j'ai faites, et que j'avais l'impression que ça ne servait à rien, et ben en fait, Hashem, en temps et en heure, il m'a envoyé le sur-mesure. Je pouvais pas demander mieux. Il était pile pour moi celui-là. On était fait l'un pour l'autre. Et elle me dit, au lieu de me rendre folle comme j'ai fait pendant des mois et des années, et je pleurais, et je criais, et je m'énervais, et je m'excitais, et je m'angoissais, j'aurais dû prendre ma petite tisane avec un petit bouquin et dire, bon, bah, Hachem, j'attends, quand tu veux me l'envoyer, tu me l'enverras, moi, je suis tranquille. C'est drôle, c'est vachement drôle, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire combien de fois on s'inquiète, on s'angoisse, on se prend la tête, on se tourne, se triture le cerveau dans tous les sens pour qu'à la fin, ce qu'Hachem il a décidé, ça se fera. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on remonte, qu'on redescende, ce qu'il a décidé, ça va se faire. Alors pourquoi se prendre la tête en gros? Et c'est une leçon de vie. Ce qu'elle m'a dit ce jour-là, vraiment, c'était une belle leçon de vie. C'est vrai. Mais non, c'est pas évident. Je vous dis pas que c'est facile. Mais je dis que c'est ça la Himouna et c'est pour ça que ça s'appelle entraînement. Bidou pour ça, vraiment pour ça. C'est parce que on doit entraîner notre regard à voir la main d'Hachem dans tout, dans notre vie. Et d'ailleurs, un exercice très sympa que pourriez faire pour vous renforcer et pour vous aider à gérer l'angoisse, c'est de voir comme ça, votre vie comme un film, même depuis l'âge que vous voulez, hein, d'ailleurs, et de voir à chaque fois לא, אריה למשל, או comment יין, Hachem, שיש בו דבש וכדומה, alors tout ce qu'on a ah, dit, le vin cuit je crois qu'il vaut ou mieux arrêter mélangé les avec micros. le miel. Ah, voilà. Euh, donc, l'idée, c'est de faire l'exercice et de voir à chaque fois dans les grandes étapes de notre vie au moins, euh, comment ça s'est passé. Est-ce que vraiment c'est nous, on a eu l'impression, Hachem nous a fait ce grand reset de nous donner l'impression de nous décider de notre destin, de notre vie, ou est-ce que vraiment
les choses sont arrivées un peu de façon inattendue, ou même inespérée dans le bon sens, mais inattendue, et finalement, les choses se sont faites. Et pourtant, ou on voulait pas que ça se passe comme ça, ou oui, on voulait, mais on n'a pas vu le truc arriver. Et on voit la main d'Hachem. Mais en fait, si vous revoyez votre vie, certainement que vous allez vous rendre compte, si vous voyez avec ces yeux-là, que finalement, est-ce qu'on décide d'énormément de choses? C'est pas si sûr que ça. Et est-ce que c'est vraiment tout dans nos mains? C'est encore moins sûr. Donc, et vraiment l'idée pour maîtriser, j'ai envie de vous dire, le meilleur outil pour maîtriser l'angoisse qui nous envahit, enfin, là, je vous en ai donné plusieurs, je répète depuis le début, c'est d'abord d'identifier où on en est soi-même, la première étape de la guérison, prendre conscience qu'on est fixé sur les dangers et pas sur une réalité quand même équilibrée, où il y a et les dangers et les non-dangers, quoi, et les choses positives et normales qui se passent. Ça, c'est la première étape. On identifie pourquoi et ce qui nous met dans cet état, qu'est-ce qui nous fait si peur. Et d'ailleurs, vous vous rendrez souvent compte que la base de l'angoisse, souvent, c'est quand on se sent impuissant face à une situation. L'impuissance, ce fameux sentiment d'impuissance, on l'aime pas du tout, nous, en tant qu'être humain. Ça nous terrasse de l'intérieur parce qu'on aime, bon, d'abord, se sentir puissant, c'est sûr, mais on aime sentir qu'on maîtrise les choses. Et quand on se sent impuissant, c'est terrible pour nous. D'ailleurs, petite parenthèse importante, quand est-ce que le PTSD, c'est-à-dire le sentiment, le stress, le sentiment de stress post-traumatique s'installe en nous, il y a plus de risques de s'installer en nous. Donc, les symptômes du stress post-traumatique sont terribles, hein. C'est des cauchemars, c'est des flashs, c'est justement un sentiment d'angoisse très, très puissant. On sent pas qu'on est dans l'instant présent. On est comme figé dans le passé. Eh bien, c'est quand on a vécu une scène, donc quand même par définition traumatisante, où on s'est senti impuissant. Euh, Ça peut être, allez, nous, je sais pas, un incendie et on n'a rien pu faire et on a vu notre maison brûler. On s'est senti impuissant. Par contre, si on vit la même scène, mais on est parti vite chercher un seau d'eau, ou on a prévenu les pompiers, ou on a agi, même si on n'a pas sauvé la maison, hein, le résultat est le même. Mais le fait que nous, on s'est senti agir et faire quelque chose pour essayer d'aider à ce moment-là, va finalement, enfin, va nous aider à ne pas développer le sentiment, le stress post-traumatique. Et ça, c'est grand. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on a vraiment, vraiment besoin de sentir au moins un peu de puissance. C'est-à-dire que de sentir qu'on peut rien faire. Pour nous, l'être humain, c'est vrai qu'il n'y a pas pire parce que c'est là que ça nous fige et qu'on se dit, en fait, c'est comme si on perdait foi en nos capacités. C'est comme si on se disait intérieurement, bon, bah, en fait, s'il y a un danger qui se présente ou si quelque chose arrive de grave, je ne serai pas capable d'agir. Donc j'ai peur. Donc je vis sans arrêt dans la peur parce que je me dis, mais en fait, je suis tellement petit que je vais jamais y arriver. Et ça, c'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux pour le psychisme humain, quoi. Donc après, je vais vous dire, faut prier pour pas que ça arrive. Mais à part ça, c'est pour ça que dans un moment où on est dans un quotidien quand même plus ou moins relativement normal, on doit chercher toujours à remaîtriser la situation d'une manière ou d'une autre. Même si on n'a pas tous les éléments en main, même si tout n'est pas maîtrisable, la partie que je peux maîtriser, je la prends et je la maîtrise. Je me l'approprie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du Miklat. Euh, je sais que si jamais il y a une infiltration parce que j'allais dans un échou, je peux me réfugier dans le Miklat, je peux mettre un truc là pour me protéger, je peux mettre tout le monde à l'abri, disons. Eh bien, le simple fait de savoir qu'il y a cette solution-là peut contribuer à redescendre mon niveau d'angoisse. Pourquoi? Parce que je sentirai que j'ai quand même une maîtrise, que je peux faire quelque chose, même si ce quelque chose n'est pas super réjouissant. C'est pas grave. L'idée, c'est je peux, moi, petite personne, faire quelque chose pour me protéger. Donc, je ne suis pas à la merci du danger. Donc, ça va. Vous voyez, ça baisse le niveau quand même. Donc, toute l'idée est là de définir ce qui me stresse, ce qui m'angoisse, et d'essayer de retrouver, on va dire, la maîtrise, de s'imaginer dans une situation qui m'angoisse le plus, et de voir où je peux être un petit peu puissant, on va dire là-dessus, où je peux maîtriser l'événement. Et là, je vais pouvoir reprendre le contrôle de mon être, en fait, de mon être intérieur. Je vais pouvoir me sentir mieux pour avancer dans ma vie et surtout dans le moment présent. Je vais pouvoir revenir dans ce moment présent. Et là, c'est important aussi que je travaille Maïmouna et que je vois, que je me
je me travaille pour voir la main d'Hachem à chaque instant et que je me dise, oui, il y a danger, mais en réalité, c'est lui qui aura mis le danger et c'est lui qui l'aura mis, donc il sera là avec moi. C'est-à-dire, faut se travailler pour voir sa main, faut se travailler pour savoir que c'est lui qui maîtrise le monde, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui sait ce qu'il fait, c'est lui qui gère, en fait. Nous, on se fait des films, mais il y a une phrase comme ça dans la Torah qui dit: «Harbe marchavot ish», c'est-à-dire, les hommes ont beaucoup de pensées, mais au final, c'est ce que Hachem il a décidé qui va se passer. Donc, il faut s'en rappeler, il faut se le répéter aussi. Plus on va se le dire et se le répéter, plus déjà on va voir sa main dans notre quotidien et plus on va se sentir rassuré et apaisé. Hem, parce que ouais, parce qu'on va pas on va se sentir beaucoup moins seul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins seul et d'ailleurs, dans tout ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu énormément d'histoires, de miracles qui ont été racontés aussi malgré tout ce chaos et tout ce drame, tous ces drames, de gens qui ont vécu l'incroyable. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les terroristes sont rentrés dans leur maison, ils étaient dans le Miklat et ils ont répété, il y a une dame qui a dit comme ça: «Moi, je suis pas religieuse, mais ma petite fille avait fait tchouva». Et j'ai cité tous les noms d'Hachem qu'elle m'avait appris et je lui ai dit: «Hachem, je te prie, si tu me sors de là, je te promets que je ferai Shabbat», ainsi de suite et tout et elle avait vraiment, elle sentait enfin, il y avait pas tellement de chance pour qu'elle s'en sorte et ben, les terroristes sont rentrés, sont ressortis. Comme ils sont venus comme s'ils avaient pas vu sa porte de là où elle était. Une autre enfin, il y en a plein des histoires, mais celles qui me viennent, une maison qui avait tout brûlé et juste la pièce où qui n'a pas brûlé, c'est la pièce où ils étaient avec toute la famille enfermée dans le Miklat. C'est la seule qui n'a pas brûlé alors que ça aurait dû, heu, au moins être atteint par l'odeur ou quoi. Ils ont rien senti. Bah, bref, plein d'histoires pour vous dire, Hachem, il est là, il veille et même dans ce chaos où on a l'impression, on se dit: «Mais comment il a laissé faire ça?» On ne sait pas. Il y a des choses qui nous dépassent, c'est sûr et lui, il sait pourquoi, mais on doit se remettre à lui et lui faire confiance. Il est là, il veille sur nous, même si effectivement, dans ces moments-là, c'est dur. Là aussi, il faut entraîner ses yeux, c'est la Himouna et son cœur, se dire: «Mais waouh, c'est très dur par moment de se dire, d'entendre des drames et des otages et et te dire: «Oh là là, mais il est où dans tout ça? Il est où?» Il sait pourquoi il l'a fait. Il sait lui. Nous, on sait pas. Mais il faut reconnaître aussi avec humilité qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les choses se passent, mais lui, il sait et on s'en remet à lui. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est le plus bel outil que je vous ai donné ce soir pour, se sortir de l'angoisse. Mais ça se travaille, c'est un processus. Ça se fait pas en 5 minutes, c'est évident. Et là aussi, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Si j'ai pas été élevée dans une famille où il y avait énormément d'émouna, bah, et qu'on était très rationnel et qu'on était beaucoup dans les peurs, automatiquement, je vais avoir du mal moi aussi à rentrer à fond dans cette émouna. J'aurais même presque l'impression de trahir, peut-être, de trahir mes proches parce que eux ne pensent pas comme ça. On m'a toujours appris à être rationnel, à avoir les pieds sur terre, donc je vais pas être une illuminée moi, je peux pas réfléchir comme ça. Heu, ou encore je peux avoir, oui, de la culpabilité à être dans la Himouna, où je peux me sentir bête, où je peux me sentir ainsi de suite, plein de choses. Mais observez que les gens qui ont vraiment la Himouna, bah, finalement, c'est eux qui s'en sortent le mieux et c'est eux qui font face aux difficultés d'une façon forte, d'une façon sereine, d'une façon, forte, j'ai pas d'autres mots. Donc et il y en a là aussi, je sais pas si vous voyez, mais il y a des histoires incroyables qui se passent ici en Israël où on voit des gens, mais des fois on se dit: «Mais oh, ils sont sortis d'un autre monde». C'est-à-dire ils vivent des drames et ils continuent de chanter et ils encouragent et c'est quand on va à la shiva chez eux qu'on est renforcé. Alors qu'on se dit: «Mais comment qu'est-ce que je vais pouvoir dire?» ainsi de suite et c'est eux qui ont les mots pour renforcer. Parce qu'ils sont dans la Himouna et eux, ils sentent la présence divine. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est de se nourrir de gens qui sont pleins d'émouna. Ça remplit le cœur, ça réchauffe le cœur et ça renforce. Avant toute chose, ça renforce et justement dans ces temps troublés, on a besoin de se sentir renforcé et on a besoin de se rapprocher d'Hachem parce que tout ce qu'on vit en vrai en ce moment, toutes ces épreuves terribles et éprouvantes et dures et difficiles à tout niveau, c'est pour nous rapprocher en réalité des uns des autres et d'Hachem et c'est pas par hasard non plus. Malheureusement, c'est dans les pires périodes de l'histoire que notre peuple s'est le plus renforcé et que notre peuple a été le plus dans l'unité et qu'on a le plus avancé vers Hachem. Donc c'est difficile à accepter, c'est sûr, mais ça a une raison et nous, on doit être convaincus que rien n'est fait par hasard. Le hasard n'existe pas chez nous. Donc il y a pas de hasard. Hachem, il a décidé que tout ça s'est passé. C'est très douloureux, extrêmement douloureux, mais on doit rien lâcher
et on doit absolument entraîner sa Emouna. Et Bezrat Hashem, vous verrez que l'angoisse, plus vous vous rapprocherez de la Emouna, plus l'angoisse, elle va se fondre petit à petit, elle va disparaître pour vraiment ne plus exister. Et vous verrez que vous aussi, votre mental sera plus fort, votre corps sera plus fort, tout sera plus fort à partir du moment où vous serez collé à lui. Bezrat Hashem. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, maintenant je vais regarder vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je suis là. Oui? Non? Comment on fait pour ne pas tomber sur les seulement sur les questions? Ouais. Voilà. Alors, la dernière question là que je vois, comment on fait pour gérer un stress qui n'est pas fondé sur quelque chose de réel, seulement sur quelque chose de l'inconscient? C'est une très bonne question. Et là, ça veut dire que ça revient à ce que je vous ai dit, à ce que j'ai dit tout à l'heure sur notre cerveau émotionnel ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc, oui. Donc, forcément, si ça peut faire partie de quelque chose d'inconscient, effectivement, c'est important quand même d'arriver à le définir. On peut quand même le définir. En thérapie, on le fait ça. Ça peut être un vieux souvenir, ça peut être un sentiment qui existe dû à quelque chose qui s'est passé dans notre enfance et qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Et ça, on peut faire avec des méthodes de PNL, donc de programmation neurolinguistique, on peut faire des visualisations et vraiment se nettoyer de ce qu'on a vécu enfant, même si c'était au passé, heu, pour au présent, en fait, se sentir libéré d'un poids. Tant qu'on ne s'est pas libéré de ce qu'on a vécu dans notre passé, qui est en fait passé, mais en fait, il y a pas au niveau de l'émotionnel, il n'y a pas de notion de temps. Donc même si ça s'est passé dans le passé, et si ça n'a pas été traité, bah, c'est comme si c'était encore en train de se passer. Un peu comme, si vous voulez, notre cerveau, il réagit un peu comme, dans ces cas-là, comme un signal d'alarme dans une maison. C'est-à-dire qu'il y a un voleur qui rentre, il y a le signal d'alarme qui s'enclenche. Mais disons que le voleur n'est plus là et pourtant le signal d'alarme continue à sonner, à sonner, à sonner à tue-tête. Et on se dit: «Mais il n'est pas là le voleur, pourquoi il continue?» Bah, parce que le signal d'alarme a été déréglé. Il n'arrive plus à se remettre à jour. Donc l'idée, c'est de remettre à jour le signal d'alarme en programmant le signal d'alarme en disant: «Le voleur n'est plus là, le danger est écarté». Bah, c'est comme si notre cerveau, par moment, il n'intègre pas que le danger a été écarté. Et pour ça, il y a des choses à faire en thérapie, on fait pour pour, comment dire? Comme remettre le programme en fonctionnement. Non, le danger est écarté, il n'existe plus. C'est terminé. Vous voyez? Alors, l'idée de coller à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut dire que plus j'entraîne ma Emouna, donc mon regard sur la vie, en me disant: «Bah, dans tout ce que j'ai choisi finalement, c'est Dieu qui m'a mis dans ces situations, enfin qui m'a mis, Dieu qui est là dans ces situations, donc il est peut-être en train de vouloir quelque chose de moi aussi, mais moi je sais que je suis pas seule à gérer mon quotidien, ma vie, mes grandes étapes de ma vie, c'est pas moi qui les gère en fait, c'est lui qui m'a mis dans ces situations. Donc je me réfère à lui. Si j'ai un problème aussi, je suis pas toujours en train de moi m'accuser ou me dire: «C'est moi le problème» ou «C'est moi qui va pas» ou c'est que Dieu m'a mis dans cette situation. Qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce que je dois travailler pour que ça se passe mieux? Et surtout, je dois, essayer de de lui j'ai envie de dire lui parler, de prier pour que lui m'aide à ce que ça aille mieux dans mon quotidien. Et plus je vais me rendre compte de sa présence dans ma vie et moins je vais être stressée ou angoissée puisque je vais me dire: «Mais finalement, c'est pas à moi ça, c'est Hachem qui m'envoie ça». Donc je me je me détache un petit peu. C'est-à-dire je suis pas, toujours en stress de: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est pas ma faute?» Mais non, c'est Hachem qui m'a mis dans cette situation. Et d'ailleurs, on voit ça même dans la Torah, dans les parachiotes, dans l'éducation des enfants. Vous savez, des fois, on se culpabilise, par rapport aux enfants. «Oui, celui-là, il est mal sorti. Oui, celui-là, il est comme ça. Oui, celui-là, je sais pas, il est pas poli, il est pas respectueux, il est pas ça, hein». Mais en fait, regardez, tout simplement, quand on voit, Rivka et Yitzhak qui ont eu des jumeaux, qui les ont élevés au même moment, et qu'il y en a un, il est sorti de Tzadik et l'autre, il est sorti Racha, est-ce que c'est la faute de Yitzhak et Rivka? Ben non, c'est Hachem qui a décidé comme ça, que ça devait se passer comme ça. Donc ils ont pas imaginez qu'ils se soient culpabilisés. Ben, on aurait envie de leur dire: «Mais non, mais ça sert à rien, c'est Hachem qui avait décidé que ce serait comme ça». Yaakov, il devait être sadique et Ésav, il devait être rachat, il devait donner naissance à un peuple chacun, donc c'est comme ça. Et c'est ça toute l'idée, en fait, c'est de s'en remettre à lui, de se dire: «En fait, même quand mon enfant, il est pas comme je veux», par exemple, hein, c'est pour illustrer ce que je veux vous dire.
Mais en fait, moi, je dois faire mes doute, je dois faire tout ce que je peux pour le rendre un bon enfant, bien sûr, pour le mettre dans le bon chemin, pour lui apprendre les règles de vie, ainsi de suite, le respect, ainsi de suite. Mais le résultat, il n'est pas dans mes mains. C'est Hachem qui verra ce qui deviendra, en fait. C'est pas moi. Moi, je suis pas responsable de tout. Vas-y, je te laisse le salon. Je te laisse le salon, je vais dormir, moi. Différence avec la fatalité. Non, c'est pas une fatalité parce qu'on doit faire notre doute quoi qu'il arrive. Mais une fois que c'est fait, on ne doit pas s'accuser. Vous voyez, la fatalité, c'est ah bah ce sera comme ça, donc ça sert à rien que je fasse quelque chose, quoi. Parce que de toute façon, ça sera comme ça. Genre Mektoub, quoi. Non, l'idée, c'est pas ça. C'est quoi qu'il, moi, je dois agir pour que ça aille vers le bien. Mais si ça va pas vers le bien comme moi je le voulais, ou si ça prend pas la direction que moi je voulais, eh ben c'est que Hachem, il a décidé autrement et j'accepte. Genre, en tout cas, je travaille pour accepter. C'est pas toujours évident d'accepter, mais je vais dans ce sens-là. Je travaille pour accepter. Euh, J'avais une question, s'il vous plaît. Oui, Euh, pour pour la jeune fille qui priait beaucoup et qui n'arrivait pas à avoir du résultat, après elle a dit, bah, je n'aurais pas dû m'angoisser. Vous avez dit, j'aurais dû tranquillement prendre un café, être très, très, très sereine. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce résultat si elle avait été très sereine. C'est justement, bon, parce qu'elle a tellement prié que. demander et supplier Hachem dans un état de, de stress, en fait, hein. Et bah, c'est Hmm, peut-être pour ça qu'elle est arrivée qui lui a comme accordé ça. de préféré, c'est-à-dire vraiment avec tout, comme vous avez dit, avec tout ce qu'elle avait demandé. Parce que si elle avait été cool dans, je sais pas, à siroter son Ouais, thé, peut-être qu'elle cette aurait. tisane, elle n'aurait pas fait d'effort pour recevoir ce qu'elle a reçu, quoi. Est-ce C'est que c'est vrai. pas bon de se dire? Ouais, alors non, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça peut, justement, plus on dit d'ailleurs qu'Hachem n'écoute les cœurs brisés et que plus on prie avec le cœur et la douleur et tout ça, et plus on a des chances d'être entendu. Donc c'est pas faux ce que vous dites. Peut-être qu'elle aurait mieux fait enfin qu'elle a bien fait de finalement de prier et qu'il fallait qu'elle passe par ces années finalement difficiles et peut-être de souffrance pour obtenir le résultat qu'elle a eu. C'est vrai, c'est une possibilité aussi. Mais ouais, donc finalement, est-ce que finalement cette souffrance n'est pas nécessaire pour nous faire grandir? Ça a touché notre question. Hachem, il veut aussi parfois qu'on passe par ces états d'angoisse, de stress, et ainsi de suite, pour nous faire grandir et pour profiter encore, enfin profiter, apprécier encore plus le résultat et se rendre compte de sa main, mais tout en se disant merci Hachem, je vois ta main et ainsi de suite. Alors que si ça venait trop facilement, est-ce qu'on la verrait vraiment? Et est-ce que, en fait, quelque part, Hachem, il nous fait du chesed aussi parce qu'il nous met dans une position où on sent qu'on a fait quelque chose pour recevoir ce qu'on a reçu, ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre l'exemple de la jeune fille, elle a tellement prié, elle sent que c'est aussi venu d'elle, quoi. C'est-à-dire, elle l'a voulu, elle a fait toutes sortes de sgoulottes, et dans chaque sgoula, elle demandait chaque qualité, et bref, donc elle sent que ça, c'est un recette qu'Hachem il nous fait. Parce que si on avait les choses trop facilement, on n'apprécierait pas du tout de la même façon. Donc, Ah ouais. ouais, c'est très juste. Donc là, ça voudrait dire, bah, soyons angoissés et soyons contents de l'être alors. Mais peut-être que ça peut aussi nous aider de se dire, euh, l'idée, c'est pas non plus enfin, de toute façon, c'est pas de se rendre fou non plus, mais c'est en même temps d'arriver à un juste équilibre, à mon avis, entre je prie parce que je sais que Hachem a besoin de mes prières quelque part, enfin, ou en tout cas, il veut mes prières pour que les choses se réalisent. Mais je lui fais confiance quand même. Je me mets pas dans tous mes états. Je perds pas la boule, quoi, entre guillemets. Je me rends pas dingue. Je lui fais confiance, mais je continue à prier avec le cœur et j'espère le meilleur. Et Bezrat Hachem, les choses vont se réaliser. Voilà, un juste équilibre entre les deux. Donc non, on ne boit pas sa tisane en attendant que ça se passe. On fait sa ishtadlout, mais on se rend pas malade non plus. Je pense que ce qu'elle voulait dire aussi, c'est-à-dire là, c'est caricaturé parce que pour la blague, quoi, parce que c'était drôle après toutes ces années mais de souffrance. Mais c'est vrai que les prières sont nécessaires et le sentiment comme ça d'attente et de c'est sûr que ça aussi, c'est Hachem qui le décide en fait. Ce temps-là comment dirais-je, d'attente là, c'est Hachem qui le décide. C'est pas, sinon il l'aurait donné, mais c'est aussi dans les mains d'Hachem. Ça aussi. Est-ce que c'est une préparation aussi? Ouais, et certainement que ça en est une, ouais. Certainement une préparation à ce qui nous attend et pour qu'on devienne encore meilleur, une meilleure version de nous-mêmes en fait. Certainement, bien sûr. Bravo pour cette réflexion Enfin, constructive. poser une autre question. Je peux poser une autre question?
Oui, Euh, allez-y. Rav Shalom Arouche, par exemple, il dit que euh, dans les miracles du remerciement, il dit Mhm. que parfois, quand la chose ne vient pas, il faut abandonner cette chose-là, Mhm. abandonner de le faire et même de Ouais. faire des démarches. Alors, en tout cas, de le demander et d'accepter la situation et de dire je l'accepte la situation parce que c'est la meilleure pour moi. Et Mhm. si c'est pas pour moi, bien que ce soit logique que j'attende plein de Mhm. choses, et je l'accepte. C'est pas bon pour moi, c'est pas pour l'instant, c'est pas bon pour moi. Cette Mhm. situation, elle est Hachem qui la veut. Si c'est Hachem qui la veut, je l'accepte aussi. C'est dans Mhm. une acceptation totale, c'est-à-dire Tout à fait, ouais, carrément, ouais. euh, comment dire, quand on abandonne On lâche c'est-à-dire, prise, quoi. oui, mais oui, alors complètement, c'est-à-dire on est carrément sur une autre idée, c'est-à-dire elle ne demande plus la personne. C'est comme si Oui. pour l'exemple de la jeune fille, elle aurait pu demander. Elle dit, ben voilà, j'accepte, Hachem, tu ne veux pas, j'accepte. Mhm. Et il dit qu'il y a ça, parce que la prière, elle est tout le temps en demande, c'est-à-dire comme si Hachem nous doit quelque chose. C'était pour expliquer ce Mhm. principe. Ouais, Et ouais, qu'à ce ouais, tout à moment-là, fait. de demander. Il vaut mieux carrément, et puis presque de ne pas prier parce qu'on est dans cet état d'esprit très mauvais pour nous. Et en Mhm. fait, et- mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'il y a euh, ou même avec la peur, si elle se mélange avec la peur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise complètement Ouais. et euh, Si on voit que c'est ou trop alors, fort, en fait. Oui. ou alors il faut quand même agir. C'est ça. Alors, ou comment on se demande? C'est-à-dire, est-ce que c'est je ne demande plus, mais j'agis, ou est-ce qu'il faut agir et ne pas demander? Mhm. Qu'est-ce que... Bah, par exemple, si on reprend l'exemple de la jeune fille, ce serait je continue de faire des chidours, mais je demande plus, parce que je vais pas m'arrêter d'en faire, disons, si je dois me marier, je vais pas m'arrêter de faire des shidourim, je les fais, mais je suis plus dans Hachem, je t'en prie, envoie-moi, envoie-moi, voilà. Ça y est, Hachem, ce que tu décides, je m'en remets à toi, ça y est. Et ça, on arrive à le faire en général quand justement on a tellement, tellement, tellement prié, déversé son cœur et espéré, et on voit que les choses ne se font pas. En général, naturellement, ça arrive, on dit, bon, c'est quoi, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, c'est là souvent que les choses se débloquent. C'est quand on lâche prise, on se dit, bon, allez, j'ai tout donné, j'ai même plus quoi dire tellement j'ai demandé, ça y est, j'arrête de demander, mais j'agis, oui, je vais faire le chidour, allez, j'y vais, bon an, mal an et tout. Et finalement, c'est là que souvent la jeune fille rencontre le prince charmant. Enfin, Donc, son ça veut prince dire charmant, on va dire. D'accord? pas qu'on fait plus rien du tout. En fait. On peut... Voilà. d'accord. Ouais, voilà, Merci beaucoup. exactement. Alors, j'ai une question. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me fais envahir par l'angoisse. Elle arrive même quand ce n'est pas rationnel. Elle se nourrit d'elle-même. Très dur de se calmer en crise. Alors là, il faudrait définir ce qui vous fait. Ah, c'est vous. Bonsoir, Esther. Ah, mais je vous entends pas. Il faut enlever il faut remettre le son chez vous. Je crois que vous pouvez. Bonjour Myriam. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Alors, non, moi je suis Perline. Ah, Perline. Alors, c'est pas vous qui avez posé. Bonsoir, Perline. C'est pas vous qui avez posé la question là que je viens de lire depuis que je Non, non, vieillis. non, Ah, pardon, j'ai cru que c'était vous. non, je voulais dire bonjour à l'autre Myriam aussi. Bon, Ah, Caroline. Enfin, mais je te oui. vois pas Myriam. Fais voir toi. Bon, montre-toi plus. Voilà. Ah, voilà. J'ai reconnu ta voix. Voilà. Excusez-moi, Madame Ben Simon. Pas de souci. Au moins, c'est convivial. C'est comme si on était vraiment réel là. Je Bah, au partage. prochain. Et vous, Myriam Ben Simon, j'avais eu affaire avec vous il y a 10 ans, vous vous rappelez? Bien sûr, je me rappelle, j'étais en train d'hésiter. J'ai dit, est-ce que c'est bien vous? Ah, bah, ça fait plaisir de vous voir. Bah, Ah au ouais, prochain. voilà. Tout va bien. Bon, prochain. Ah, bah, au prochain. Bah, c'est une bonne On nouvelle. Bah, au vieillit prochain. doucement. Voilà. Comment? On vieillit lentement et sûrement, si Dieu veut. Lentement, sûrement. Ok, Hachem vous donne longue vie, Bezrat Hachem. Merci, merci. Et je voulais vous dire, alors vraiment, je voulais répondre à cette question. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me fais envahir par l'angoisse. Elle arrive même quand ce n'est pas rationnel. Elle se nourrit elle-même. Très dur de se calmer en crise. Alors, faudrait définir si vous voyez que plus vous vieillissez, plus l'angoisse vous envahit.
déjà, ça veut dire qu'elle était déjà présente. Et peut-être que d'autres peurs, d'autres angoisses se rajoutent, notamment peut-être du fait de... parfois, vieillir fait peur. Donc peut-être c'est en rapport avec ça. Et du coup, oui, ça vous met dans un grand, grand état de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et donc là, c'est important de le traiter, de ne pas rester comme ça, de se faire aider, parce que de soi-même, en fait, on n'arrive plus à... J'ai oublié peut-être de vous le dire pendant le cours, de vous le préciser, c'est que quand soi-même, on voit les choses gros comme une maison, donc les dangers gros comme une maison, bah, on a du mal tout seul à réduire le danger ou à le relativiser. De soi-même, c'est naturel, enfin, c'est naturel, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on est, entre guillemets, formaté, donc on n'arrive plus à voir les choses en proportion. On a besoin d'aide pour les revoir en proportion. Et là, il est possible que justement, le vieillissement ou quoi vous fait très peur. Donc ça se trouve, enfin, j'avais eu des cas comme ça où dès qu'on avait, enfin, la personne avait mal au dos, par exemple, ou s'est levée avec un torticolis ou quelque chose, ah, ça y est, elle se voyait déjà 20 ans plus tard, en se disant, oh, ça y est, je pourrais plus bouger, il y aura personne pour s'occuper de moi, comment je vais faire, ainsi de suite. Elle allait tout droit à la catastrophe dans son esprit. Et du coup, elle anticipait justement de façon anxieuse. Et du coup, forcément, bah, l'angoisse, elle prenait toute son ampleur. Alors que l'idée, c'est justement de revenir au présent. On n'est pas encore dans 20 ans. Rien ne dit que dans 20 ans, ça va être pire. Et là, pareil, la technique, ça peut être, bon, déjà de relativiser ce qui va se passer dans 20 ans et de rester dans le moment présent et de s'attacher au moment présent et pas d'aller ruminer, non, pas ruminer parce que c'est pour le passé, d'anticiper de façon anxieuse le futur. Mais par contre, de se dire, bon, bah, je comprends alors à travers cela que c'est le vieillissement qui me fait peur, c'est le fait peut-être d'être seule, c'est le fait que mon corps pourrait me lâcher, ainsi de suite. Alors se dire, eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? Je peux me mettre au sport, je peux faire du pilates, je peux aller voir un physiothérapeute pour me faire masser ou pour me apprendre des exercices, ainsi de suite. Et ça, exactement comme l'histoire tout à l'heure, je vous ai dit du Miclat, là, que j'arrange parce que au cas où il y a un danger qui arrive, eh ben, là, c'est pareil, c'est je préviens le danger. Donc, je rentre dans l'action, je fais quelques actions pour me sécuriser et normalement, l'angoisse va partir d'elle-même. J'aurai plus cette tendance à tout de suite voir le pire et puis à me sentir complètement impuissant face au danger imminent. En fait, toujours, c'est la phrase clé de ce soir, c'est le danger imminent me fait me sentir impuissant, donc l'angoisse est au bout du chemin. Moins je me sens impuissante, moins l'angoisse aura de prise sur moi, en fait. Voilà. Ou bien il faut que je le fasse avec une personne extérieure. Moi, je regarderai, ça serait justement. Ah bon? Ah. Peut-être que si elle avait eu confiance en la chaîne, ça aurait eu plus vite. Oui, peut-être. Alors, je pense avoir besoin de... Alors, oui, vous pouvez faire la formation ou d'abord, moi, je vous aurais conseillé avant la formation, d'abord de vous guérir avec l'aide d'une personne extérieure et ensuite faire la formation pour aider d'autres gens. Si vous voyez, justement, quand on guérit par quelque chose, bah, on est encore plus à même d'avoir confiance en la méthode pour pouvoir guérir d'autres personnes. Mais d'abord, se faire traiter soi avant d'entamer la formation. Voilà. Bon, bah, j'espère que le cours vous a plu, là, qu'il vous a apporté. Dites-moi, n'hésitez pas, parce que là, je vois, voilà, j'ai répondu, je crois, à toutes les questions, j'espère. Euh, mais voilà, là, je vais vous dire bonne nuit, je crois. J'espère que vous êtes calme, apaisé, que vous allez bien dormir, toutes. J'ai adoré le cours. Ah, bah, au prochain, je suis contente. Bon, bah, tant mieux. Euh, et puis, Bezrat Hachem, on se retrouve, attendez, je ne sais plus si on se retrouve lundi prochain ou lundi d'après. Bon, de toute façon, vous êtes, ouais, je vous dirai ça. Je vous dirai ça sur le groupe. Bezrat Hachem, j'espère que, enfin, celles qui sont là, vous êtes sur le groupe. Ça renforce, bah, au Hachem. Bah, je suis contente. Merci Emmanuel. Si vous êtes sur le groupe, vous voulez que je vous mette le lien ou je pense que vous êtes toutes du groupe court à diffuser autour de nous. Si Myriam m'autorise, oui, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Et je vous dirai si je donne lundi soir prochain ou dans 2 semaines. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, de m'écrire. Et si vous préférez la semaine prochaine, la semaine d'après, n'hésitez pas, voilà, à me faire part de vos ressentis, de ce que vous préférez. J'en prends note, j'en prends compte. Avec plaisir. En attendant le Baruch Hashem. Contente que ça vous ait apporté. Baruch Hashem. Alors, bonne soirée à toutes. Bezrat Hashem, une bonne semaine. Malgré tout, bah, dans la joie et dans la sérénité et dans le calme et dans l'aïmouna. Bon, merci Jennifer de nous avoir organisé encore avec brio ce cours. Et voilà, vous allez pouvoir aller Désolée vous pour le reposer. retard.
Non, pas de souci, pas de La souci. Juste, chance, la fille, elle en avait un- décidé autrement. Ah, Vas-y. voilà. Bravo, vous avez déjà mis en application. Exactement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous tiens au courant si on se voit lundi prochain ou lundi d'après. Bezrat Hachem. De bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezrat Hachem, et vraiment la libération de nos otages et la protection de nos Chayalim. Amen, Kenny Ratzon. Et de tout le peuple. Amen. 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 Au revoir. À très bientôt. Au revoir.